Traverser la Suisse à 500 km/h à bord d'un métro super rapide, c'est le projet fou qu'un ingénieur lausannois concocte mijote depuis plus de 20 ans. Archive RTS, émission telle quelle du 28 août 1992. Malgré les réticences officielles, malgré l'opposition des CFF, cet ingénieur visionnaire a finalement réussi à convaincre divers milieux scientifiques et même le conseiller fédéral Adolphe Ogi. Alors, après des années de tergiversation, le Swiss Metro est donc en train de sortir du tunnel. Et un jour, peut-être pas si lointain, un jour, vous pourrez vous rendre de Genève à Berne en moins de 25 minutes. Imaginez-vous filer sous terre à près de 500 km/h, voire même plus, confortablement installé dans une capsule futuriste, sans bruit, sans fenêtre bien évidemment, sans vibration, traversant la Suisse entière en moins d'une demi-heure. Eh bien, ce rêve suisse a un nom, Swiss Metro. Et ce rêve, la Suisse l'a partagé avant même qu'Elon Musk ne popularise une idée semblable avec son fameux Hyperloop. Mais comment un projet aussi ambitieux, visionnaire et séduisant technologiquement parlant a-t-il vu le jour, évolué, puis disparu des radars avant de renaître timidement sous une autre forme aujourd'hui en 2025 ? Allez, on plonge ensemble dans l'épopée fascinante de Swiss Metro, où innovation technologique rime avec ambition, obstacles et espoir renouvelé. Genève, entrée en station du Swiss Metro pour Saint-Gall, via Lausanne, Berne, Lucerne, Zurich. 3 minutes d'arrêt. Tout commence en 1974, lorsque Rodolphe Nitt, ingénieur à l'EPFL, imagine un transport futuriste, ultra rapide, inspiré du concept de sustentation magnétique et d'un environnement sous vide partiel. Dès lors, Swiss Metro apparaît comme une réponse suisse audacieuse face au défi du transport rapide de personnes. À l'heure où les préoccupations environnementales n'étaient pas encore au cœur des débats, comme aujourd'hui. Mais quand même. Je faisais des voyages entre Lausanne et Berne et que je trouvais que je perdais beaucoup de temps dans le train. Rodolphe Nitt, ingénieur à l'EPFL, au micro de la RTS. Je trouvais les trajets très longs. À l'époque, il était question de faire des lignes à grande vitesse à travers la Suisse. Je savais que la vitesse élevée coûte très cher pour les trains. Et compte tenu aussi du taux d'occupation du territoire suisse, de la topographie, je n'étais pas très convaincu par ces lignes à grande vitesse à travers la Suisse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai recherché un nouveau mode de transport. Dans les années 80, le projet prend son envol. On parle alors d'une liaison souterraine dans des tunnels étanches où circuleraient des navettes à sustentation magnétique. La particularité technologique ? Un vide partiel réduit drastiquement les frottements aérodynamiques, permettant ainsi d'atteindre des vitesses théoriques de plus de 500 km/h, avec une consommation énergétique optimisée. Imaginez ce train magnétique filant, comme je vous le disais, à plus de 500 km/h dans des tunnels sous vide reliant les principales villes de Suisse en quelques minutes. Par exemple, un Berne-Zurich en 12 minutes, Genève-Bâle en moins d'une demi-heure. Ce n'est pas de la science-fiction, mais bien le rêve suisse de la grande vitesse souterraine qui, depuis près de 50 ans, a connu de nombreux rebondissements. Cette épopée technologique marquée par des ambitions démesurées, des défis techniques colossaux et des revirements politiques inattendus nous raconte aussi comment la Suisse, pays d'innovation, s'est positionnée face aux grands défis de la mobilité du XXIe siècle. Justement, en 1974, alors que l'Europe sort à peine du premier choc pétrolier, un ingénieur visionnaire nommé Rodolphe Nitt imagine un système de transport révolutionnaire. Son idée ? Exploiter la particularité géographique de la Suisse, un pays compact mais montagneux, pour créer un réseau de tunnels où circuleraient des trains ultra rapides. À cette époque, le TGV français et le Shinkansen japonais font leurs premiers pas, mais Nitt voit plus loin. Pourquoi ne pas combiner les avantages du train à grande vitesse avec ceux de l'avion ? Sa proposition, des capsules se déplaçant dans un tube où la pression atmosphérique serait réduite, éliminant ainsi la résistance de l'air. En quoi consiste la technologie autour du projet Swiss Metro ? Faisons un tour d'horizon détaillé. Swiss Metro repose sur plusieurs technologies innovantes et interdépendantes qui en font un projet
complexe mais fascinant, et déjà à l'époque. Au cœur du système, on trouve la sustentation magnétique, un mécanisme permettant aux capsules de léviter au-dessus de rails sans aucun contact physique, éliminant ainsi tout frottement mécanique. Ce principe, appelé maglev, Magnetic Levitation, utilise des électroaimants puissants pour générer un champ magnétique contrôlé avec précision. Concrètement, la capsule flotte à quelques centimètres au-dessus des rails, garantissant ainsi un déplacement fluide, silencieux et extrêmement efficace sur le plan énergétique. Imaginez la coupe du tunnel tout à fait ronde. La capsule va utiliser quasiment les 3/4 de cet espace à disposition, étant donné que le sol va, lui, abriter les fameux rails pour cette sustentation magnétique. Quid de la stabilisation horizontale? Eh bien, elle est assurée également par des aimants sur les flancs de chaque côté de la capsule avec la paroi du tunnel. Associé à cette sustentation, l'environnement sous vide partiel constitue la deuxième clé technologique de Swissmetro. Le tunnel dans lequel circulent les capsules est maintenu à une très basse pression atmosphérique, réduisant drastiquement ainsi les frottements aérodynamiques. En termes techniques, ce vide partiel représente environ 1% de la pression atmosphérique normale, diminuant les résistances à l'avancement de manière spectaculaire. Ce vide partiel permet d'atteindre des vitesses proches de 500 km/h avec une consommation d'énergie considérablement inférieure à celle des trains rapides traditionnels, tels qu'on les connaît. Autre particularité de Swissmetro, un tube, une capsule, une direction. Et oui, Swissmetro utilisera ou utiliserait 2 tubes. Un pour l'aller, un pour le retour, pour ainsi éviter tous les problèmes de gestion, de collision ou d'interférence par rapport au trajet des différentes capsules et des différentes destinations. Pour créer et maintenir ce vide, Swissmetro propose un système complexe de pompes à vide réparties tout au long du tunnel. Ces pompes extrêmement performantes et durables assurent une pression constante et uniforme. Un système sophistiqué de SAS est également prévu aux entrées et sorties des stations pour préserver l'intégrité du vide lors des arrêts et départs des capsules. En matière de propulsion, Swissmetro utilise des moteurs électriques linéaires directement intégrés au rail. Contrairement aux moteurs électriques conventionnels, ces moteurs linéaires génèrent une force directement appliquée à la capsule sans nécessiter d'axe rotatif ou de système mécanique complexe. Le résultat ? Une accélération progressive mais rapide avec une grande précision de contrôle de la vitesse capable d'atteindre et maintenir une vitesse élevée en très peu de temps et d'espace. Les capsules elles-mêmes sont conçues pour maximiser l'aérodynamisme et l'efficacité énergétique. Elles sont réalisées en matériaux composites ultra légers mais résistants, tels que le carbone renforcé de fibres. Ces matériaux garantissent une excellente résistance mécanique tout en minimisant le poids, ce qui réduit encore plus les besoins énergétiques et augmente l'efficacité globale du système. AI, oui, le terme est lancé. Swissmetro intègre également une technologie d'automatisation et de gestion du trafic avancé. Le système est entièrement piloté par intelligence artificielle, capable de contrôler simultanément plusieurs capsules avec une précision absolue. L'AI régule non seulement les distances et les intervalles de sécurité, mais adapte aussi les trajets en temps réel selon les besoins, les demandes des passagers ou les éventuelles perturbations sur le réseau. Cette automatisation garantit une sécurité maximale et une optimisation des flux passagers, offrant des temps d'attente et des correspondantes réduites au minimum. On parlait à l'époque de temps d'arrêt de 3 minutes maximum. Les infrastructures souterraines, quant à elles, sont spécialement conçues pour garantir une sécurité maximale en cas d'incident. Des sorties d'urgence et des chambres de sécurité étanches sont prévues à intervalles réguliers tout au long du tunnel. Le système dispose également d'un monitoring permanent et sophistiqué capable de détecter instantanément toute anomalie de pression, température ou intégrité structurelle. Enfin, Swissmetro prévoit une parfaite intégration au réseau ferroviaire existant et aux futures infrastructures de mobilité électrique. C'est une des forces du projet. Ainsi, les stations Swissmetro seraient connectées directement aux gares principales, permettant une transition fluide vers les trains classiques, les transports publics locaux ou même les véhicules électriques en libre service. Ces avancées technologiques placent Swissmetro bien en avance sur d'autres projets similaires comme Hyperloop en termes d'intégration réseau et d'efficacité énergique, alors qu'Hyperloop mise sur des infrastructures essentiellement externes à des tubes surélevés. Swissmetro privilégie une intégration complète en sous-sol, ce qui réduit considérablement l'impact environnemental et les nuisances visuelles. Et là, peut-être vous vient la fameuse question « et si tout ça tombe en panne ?» Réponse de l'ingénieur de l'EPFL. Il ne passera rien.
il sera freiné, il tombera sur ses patins, sur son support, il sera freiné, guidé et il s'arrêtera. Puis on reste sous terre. Et puis on reste sous terre, on rejoindra la prochaine station de secours, stations qui sont combinées avec des stations d'évacuation d'air et qui sont placées tous les 5 km dans le tunnel. Prochaine station, Berne. En 1992, le rapport de faisabilité de la Confédération suisse met clairement en avant les avantages et les défis du projet. Selon ce rapport, la sustentation magnétique assure une réduction considérable des frottements mécaniques, ce qui permet une usure minimale des infrastructures et une durée de vie étendue. Cependant, il souligne également les défis techniques importants, notamment la gestion précise du vide partiel dans les tunnels, pour assurer sécurité et fiabilité à haute vitesse. Le coût estimé alors de plusieurs milliards de francs suisses pour la seule liaison Genève-Lausanne-Zurich devient un frein majeur malgré l'intérêt technologique et écologique du projet. Durant les années 1990, Suisse Métro devient concret. Et oui, un consortium d'entreprises et d'universités suisses se forme avec l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, à la tête du projet. Le projet attire même l'intérêt de partenaires internationaux qui voient là une alternative séduisante au TGV ou à l'aviation sur les courtes distances. Le gouvernement suisse commence à s'intéresser sérieusement au projet en 1994. L'Office fédéral des transports lance une étude de faisabilité approfondie. Les résultats sont encourageants. Techniquement, Suisse Métro semble viable. Les médias s'emparent du sujet. La télévision suisse diffuse des reportages où l'on voit des maquettes impressionnantes, des simulations informatiques de trains filant sous les Alpes. L'opinion publique suisse est globalement enthousiaste. Mais pourquoi ce projet prometteur n'a-t-il jamais percé concrètement ? Là commence une série d'embûches entre défis techniques majeurs et freins politiques. Techniquement, l'évacuation de l'air dans des tunnels souterrains représente un défi majeur. Maintenir une dépression stable tout en assurant la sécurité des passagers n'est pas une mince affaire. De plus, les coûts explosent. En 1996, un événement capital, le Conseil fédéral accorde une concession pour la construction d'une première ligne test entre Genève et Lausanne. Ce tronçon de 60 km doit servir de démonstrateur technologique. Il est amusant de noter qu'à l'époque, on estimait le coût de cette ligne test environ à 3,5 milliards de francs suisses. Pour mettre cela en perspective, c'est moins que ce que a coûté le tunnel de base du Gothard, inauguré en 2016. Les estimations financières, comme nous le verrons plus tard, se révéleront pourtant être l'un des talons d'Achille du projet. Pendant ce temps, les équipes techniques affinent les détails. Les tunnels seront creusés à une profondeur de 50 à 150 mètres sous la surface. Les trains, ou plutôt les navettes, transporteraient jusqu'à 800 passagers à une vitesse de croisière de 500 km/h. En 1998, le projet franchit une étape symbolique. Un brevet international est déposé pour le système de propulsion magnétique spécifique à Suisse Métro. La Suisse semble alors en bonne position pour devenir pionnière d'une nouvelle ère du transport. Mais le tournant du millénaire marque aussi le début des difficultés. Le contexte économique change, la bulle Internet éclate, les investisseurs deviennent plus frileux face aux projets technologiques ambitieux. En 2002, une étude commandée par l'Office fédéral des transports remet en question la rentabilité du projet. Le coût estimé pour l'ensemble du réseau grimpe à plus de 30 milliards de francs suisses, une somme colossale même pour l'économie suisse. La même année, les CFF, les chemins de fer fédéraux, lancent leur propre projet d'amélioration du réseau conventionnel, le fameux Rail 2000. Moins futuriste mais plus pragmatique, ce programme vise à augmenter les cadences et à réduire les temps de parcours sur le réseau existant. En 2004, coup dur, le gouvernement suisse décide de ne pas inclure Suisse Métro dans sa planification ferroviaire à long terme. Sans soutien fédéral direct, le projet perd de son élan. Il est intéressant de noter que ces obstacles surviennent au moment même où la Suisse investit massivement dans les tunnels alpins conventionnels, notamment le fameux Gothard et le Lötschberg. Ces projets moins révolutionnaires, mais plus concrets, absorbent une grande partie de l'attention et des ressources disponibles. Les années 2000 voient le projet perdre progressivement en intensité médiatique et politique. En 2009, le soutien public s'essouffle définitivement, laissant le projet dans une impasse. Pourtant, Suisse Métro demeure un exemple visionnaire de ce que pourrait être la mobilité durable et rapide. C'est précisément à ce moment que, de l'autre côté de l'Atlantique, en 2013, Elon Musk présente Hyperloop. Une idée étrangement similaire, capsule sous vide, sustentation magnétique, vitesse proche de celle du son.
Le parallèle technique entre Hyperloop et Swissmetro est évident, mais comporte des nuances. Alors que Swissmetro prévoit une infrastructure entièrement souterraine, Hyperloop envisage majoritairement des tubes en surface, voire surélevés. Swissmetro mise davantage sur une sustentation magnétique à très faible consommation d'énergie et une intégration complète au réseau ferroviaire existant, alors qu'Hyperloop cherche plutôt à révolutionner les déplacements longue distance en restant autonome des infrastructures existantes. En 2017, une nouvelle impulsion vient de jeunes ingénieurs et entrepreneurs helvétiques qui relancent Swissmetro sous l'appellation de Swissmetro NG ou NG, Next Generation. Le projet est adapté à de nouvelles réalités techniques et économiques, matériaux composites ultra légers, propulsion électrique encore plus efficace, automatisation poussée et IA pour gérer les flux et la sécurité des passagers. En 2022, la relance est actée. Une étude préliminaire soutenue par des partenaires privés et académiques est lancée. L'objectif ? Relier Zurich, Berne et Genève d'ici 2040, avec des navettes qui atteindraient maintenant près de 600 km/h, grâce à une optimisation poussée des technologies magnétiques et sous vide. Le projet met aussi en avant son intégration avec les transports existants, notamment le réseau ferroviaire et le futur réseau national de e-mobilité. Aujourd'hui, en 2025, où en est-on avec Swissmetro ? Eh bien, toujours entre rêve et réalité, le projet reste dans les cartons, mais les avancées technologiques le rendent chaque jour plus réalisable. Des prototypes de capsules ultra aérodynamiques sont testés virtuellement avec succès. La prise de conscience environnementale massive redonne à Swissmetro une pertinence politique et sociétale certaine, notamment face aux impératifs climatiques et énergétiques mondiaux. En définitive, assisterons-nous bientôt à la naissance réelle de Swissmetro ou restera-t-il éternellement ce rêve technologique qui fait battre le cœur des ingénieurs suisses depuis plus de 50 ans. Face aux défis actuels de mobilité durable et rapide, Swissmetro pourrait redevenir une alternative crédible et sérieuse à condition que la volonté politique et économique suive enfin cette vision technologie audacieuse. Plus qu'un simple projet d'ingénierie, Swissmetro symbolise aujourd'hui une Suisse ambitieuse, innovante, prête à reprendre son rôle de pionnière en matière de mobilité du futur. Et presque comme une conclusion, les propos de Rodolphe Nitt, ingénieur à l'EPFL, au micro de la radio suisse romande. Moi, je pense que les chemins de fer tels qu'on les connaît aujourd'hui vont disparaître, très probablement d'ici la fin de ce siècle. Pourquoi ? Parce qu'ils coûtent toujours plus cher, et puis c'est plus un transport rationnel, en tout cas pour les voyageurs. Parce qu'il ne correspond plus à leur mode de vie ? Moi, je pense que ce qu'on fait maintenant n'est pas adapté aux exigences du futur. Donc, ça va changer. Genève, entrée en station du Swissmetro pour Saint-Gall, via Lausanne, Berne, Lucerne, Zurich.